Ma femme chérie croyait à tort que j'étais totalement inconscient de ses actions. Peut-être pensait-elle que j'étais naïf ou manquais de perspicacité pour le remarquer, surtout concernant sa complicité grandissante avec son collègue Todd. Elle était absolument certaine que je tolérerais passivement son comportement et la laisserais me tromper pendant qu'elle menait sa liaison. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'entretenais des soupçons à son égard depuis longtemps. J'avais remarqué des modifications flagrantes dans son comportement, des signes d'infidélité indubitables, des retards fréquents au travail, un renouvellement de garde-robe soudain et provoquant, une nouvelle audace et un manque d'intimité. Ces signes ne m'avaient pas échappé. Nos loisirs partagés s'estompaient, et mon intérêt pour les choses que nous chérissions jadis s'amenuisait. Les tentatives d'aborder le sujet avec Chérie s'avérèrent futiles, mes préoccupations étant rejetées à plusieurs reprises. Elle prétendait que tout problème était enraciné dans ma propre insécurité et ma possessivité. N'ayant pas d'autre choix, je décidai de faire appel au service d'un détective privé. Dès le début de notre relation, j'avais clairement indiqué que l'infidélité était quelque chose que je ne tolérerais jamais. Au cours de nos 10 ans de mariage, Chérie m'avait assuré à plusieurs reprises de sa loyauté. Ainsi, assis dans le bureau du détective privé Jacques Sloan, entendre ses conclusions me remplit d'un mélange de soulagement et d'appréhension. Quand Sloan confirma que Chérie n'était pas encore physiquement infidèle, je ressentis un bref sentiment de soulagement, mais cela ne dura pas longtemps. Il expliqua prudemment que si leur relation n'était pas devenue physique, ma femme était impliquée émotionnellement avec Todd. Pour moi, c'était tout aussi dévastateur, l'infidélité émotionnelle restait une trahison à mes yeux. Le rapport du détective privé confirma mes pires craintes. Chérie et Todd dînaient ensemble exclusivement, jour après jour. Ils affichaient ouvertement leur affection, se tenant la main, s'asseyant côte à côte et s'embrassant occasionnellement. Sloan avait fourni de nombreuses photos d'eux dans des étreintes serrées, dans certains cas, échangeant même des baisers. La rage me consumait alors que je fixais les preuves. Non seulement ils partageaient fréquemment des repas, mais ils prolongeaient également leurs heures de travail sans raison légitime. Il semblait qu'ils évitaient délibérément de rentrer chez leurs conjoints respectifs, monopolisant le plus de temps possible ensemble. Le détective alla plus loin, révélant qu'il avait eu accès aux emails et aux messages de Chérie. Bien que je savais que c'était illégal et inutilisable dans une procédure de divorce, je ne pouvais ignorer les implications accablantes de ce qu'il avait trouvé. Dans notre État, prouver l'adultère pour un divorce était un processus complexe, mais un divorce sans faute ne nécessitait pas une telle preuve. Mon intention n'était pas une revanche légale, je voulais simplement la vérité. Sloan refusa de me fournir des copies des messages ou même de me les laisser consulter directement. Au lieu de cela, il en résuma le contenu. Il m'assura que ma femme n'avait jamais mal parlé de moi, même lorsque Todd avait tenté de me rabaisser. Chérie avait refusé de le suivre sur ce terrain, ce qui, je suppose, était une petite consolation. Leurs échanges révélaient une connexion romantique, bien qu'aucun n'ait explicitement exprimé de l'amour, leurs conversations étaient profondément personnelles, frôlant l'explicite. Todd avait même partagé des photos de sa petite amie avec Chérie, qu'elle semblait apprécier. Cependant, d'après Sloan, Chérie n'avait pas encore envoyé de photos explicites d'elle-même, du moins pas encore. Alors que j'étais assis dans le bureau de Sloan, réfléchissant à mes prochaines étapes, il annonça la nouvelle la plus dévastatrice à ce jour, la femme de Todd prévoyait de rendre visite à sa mère à la campagne pendant 3 jours. Pendant ce temps, Todd et Chérie y virent une occasion de passer enfin du temps ensemble dans un cadre intime. Le seul obstacle était ma présence. Ils ne savaient pas comment passer la nuit ensemble tant que j'étais encore présent. Sachant que je n'avais aucune intention de quitter la ville, leur défi semblait insurmontable, et pourtant il échafaudait des stratégies pour le surmonter. Une idée impliquait que Chérie fabrique une histoire à propos d'un week-end entre filles, cependant elle hésita, craignant qu'une de ses amies ne révèle accidentellement le mensonge. Réticente à impliquer d'autres personnes, elle abandonna ce plan. Au lieu de cela, ils envisagèrent de me forcer à quitter la ville. Je me suis souvenu amèrement de la façon dont Chérie avait récemment suggéré d'organiser un voyage de golf avec mes amis, une proposition que j'avais déclinée en raison de mon manque d'intérêt. Au final, ils optèrent pour une approche différente, l'honnêteté. Todd était convaincu qu'avec le temps, je deviendrais un mari complaisant, prêt à tolérer leur liaison afin de la garder comme mon épouse dévouée. Il la manipula pour lui faire croire que leur relation améliorerait en quelque sorte notre mariage, y compris notre intimité. Todd la persuada que tout ce qu'elle aurait à faire serait de m'informer de ses intentions et que j'accepterais la situation à contre-cœur. Il était clair que Todd n'avait aucune idée de qui j'étais réellement. Pourtant, ce qui me choqua le plus,
c'est que Chérie avait succombé aux tactiques manipulatrices de Todd. Elle aurait dû savoir que je ne tolérerais jamais un tel comportement. Si elle ne comprenait pas cela, cela ne faisait que renforcer ce que Sloan avait mentionné, à savoir que Chérie était instable mentalement. À contre-cœur, j'acquiesçai à son évaluation et rentrai chez moi, lui demandant de continuer à surveiller les messages de Chérie et de me tenir informé de toute mise à jour. Le vendredi, Sloan me contacta pour me faire part que Chérie se préparait à me parler le lundi suivant après le travail. Elle avait l'intention d'annoncer sa décision de sortir en rendez-vous avec Todd le vendredi soir précédent. Leur plan était minutieusement élaboré, dîner, danse et une nuitée à l'hôtel, après quoi Chérie me rejoindrait prudemment le samedi matin. Chérie et Todd avaient répété méticuleusement tout son discours, essayant de se convaincre que je me conformerais à sa demande. Ils anticipaient que ma réaction initiale serait la colère et la frustration, mais Chérie était déterminée à m'assurer que ce serait un incident isolé, tout en sachant pertinemment que ce n'était pas le cas. Pour me manipuler davantage, elle prévoyait de présenter cette trahison comme une opportunité de croissance dans notre mariage. En guise de remerciement pour ma compréhension, elle comptait même offrir de l'intimité par la suite, supposant qu'après des mois d'abstinence, je serais impatient d'accepter un si pitoyable lot de consolation. L'audace de leurs calculs me dégoûtait. Chérie et Todd se référaient avec suffisance à cette rencontre comme à une « intervention », convaincus d'avoir pensé à tout. Mais je n'avais que 48 heures pour me préparer à cette prétendue intervention, et je décidai fermement que les choses ne se dérouleraient pas comme ils l'avaient imaginé. Pendant le week-end, j'envisageais d'innombrables scénarios, essayant de déterminer s'il y avait un moyen de sauver notre mariage. En même temps, je me débattais avec la question de savoir si je voulais même le réparer. L'incertitude assombrissait mon esprit alors que je réfléchissais à mes sentiments pour Chérie et à la vie que nous avions construite ensemble. Au début de notre mariage, Chérie et moi étions débordants de joie. Nous partagions tout, nos passions, nos expériences et nos rêves. Elle était non seulement ma plus proche compagne, mais aussi ma plus passionnée des amantes. Mais avec le temps, tout cela semblait s'être évanoui dans l'air. Peut-être était-ce le cours inévitable de la vie, où la permanence est un mythe, ou peut-être mon idée du mariage était-elle trop romancée et traditionnelle. J'avais toujours imaginé que nous serions des partenaires, traversant la vie ensemble, unis pour surmonter ces défis. Nous avions tous deux connu des mariages ratés par le passé, ce qui me faisait douter si le problème résidait en nous-mêmes ou avec l'institution du mariage elle-même. Était-il réaliste de s'attendre à ce que les gens maintiennent les mêmes émotions, désirs et passions au fil du temps, dans un monde dominé par des capacités d'attention fugaces, des progrès rapides, des distractions numériques et la quête constante de gratification instantanée? Peut-être le mariage, comme les dinosaures et les CD, était-il devenu obsolète. Pendant un bref instant, j'ai même envisagé de laisser Chérie être avec Todd, si c'était vraiment ce qu'elle voulait. Mais la réalité me frappa de plein fouet, je n'allais pas la laisser profiter de moi. Mes sentiments pour elle avaient peut-être faibli, mais je refusais de la laisser, elle ou Todd, me manipuler et m'humilier davantage. Je résolus d'affronter la situation de front, de tenir bon et de prendre le contrôle du récit. Le lundi, peu après le déjeuner, Chérie m'appela. « Salut chérie, dis-je avec prudence, tout va bien? Tu m'appelles rarement au travail ces jours-ci. J'espère que rien ne va mal. » « Salut chérie, répondit-elle doucement. Chérie? Avait-elle utilisé le même terme affectueux pour Todd? Son ton désinvolte masquait le sérieux de ce que je savais être imminent. Si ce n'est rien de spécial, dit-elle légèrement, je voulais juste m'assurer que tu serais à la maison à l'heure ce soir. Il y a quelque chose de très important que je dois discuter avec toi, alors je te demande vraiment d'être présent. Bien sûr, répondis-je d'un ton égal. C'est parfait, en fait, car j'ai aussi des nouvelles importantes à te partager. Il y eut une brève pause, et je pouvais sentir sa curiosité à travers le silence. Finalement, elle demanda, des nouvelles importantes? Quel genre de nouvelles? Je l'assurai que je lui dirais le soir et mis rapidement fin à la conversation, expliquant que j'étais absorbé par la fin de mon rapport mensuel. Il faut que je termine ceci pour pouvoir partir à l'heure. À ce soir, dis-je avant de raccrocher. Dès la fin de l'appel, je me rendis au bureau de mon patron pour demander le reste de la journée de congé. Heureusement, il ne s'y opposa pas. J'avais des préparatifs à faire. Lorsque Chérie arriva à la maison ce soir-là, j'étais assis à la table de la cuisine, attendant. J'avais préparé une bouteille réfrigérée de Sauvignon blanc et disposé 2 verres, gardant une attitude calme malgré la tempête d'émotions en moi.
J'entendis la porte du garage s'ouvrir et ressentis une vague de nervosité et de colère alors que ses pas s'approchaient. Malgré mes troubles intérieurs, je restai composé. Chérie entra dans la pièce, jetant négligemment ses clés et son sac sur la table. Je ressentis un soulagement immédiat en voyant qu'elle était seule. Todd n'était pas avec elle, ce qui m'épargnait l'escalade inutile que sa présence aurait provoquée. Elle me regarda, légèrement surprise par mon calme, et pendant un bref instant, je me demandais si elle remettait en question sa décision. Mais l'assurance suffisante dans son expression revint rapidement, et je savais qu'elle était sur le point de prononcer le discours qu'elle avait répété si soigneusement avec Todd. La scène était prête. Elle était loin de se douter que les choses n'allaient pas se dérouler comme elle l'avait prévu. Avec un sourire aux lèvres, je saluai Chérie chaleureusement, en utilisant le même ton affectueux qu'elle avait eu plus tôt. « Salut chérie, dis-je, bienvenue à la maison. Voudrais-tu t'installer avant que nous parlions, ou allons-nous droit au but ?» Mon direct la prit au dépourvu. Il semblait qu'elle s'était attendue à une approche progressive, pas à une confrontation aussi immédiate. Mais j'étais déterminé à prendre le contrôle de la situation. Chérie avait méticuleusement planifié tout ce qu'elle voulait dire, mon intention était donc de perturber son élan et de la tenir en haleine. Chérie s'assit en face de moi, visiblement surprise. « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois là à m'attendre, dit-elle, mais je suppose que si nous commençons plus tôt, nous pourrons finir plus tôt et passer à notre soirée. Puis-je te partager mes nouvelles d'abord, si tu le permets ?» demandai-je, mon ton était urgent. Elle hésita un instant, clairement incertaine de ce que j'allais dire. « Non, c'est bon, répondit-elle finalement. « Voudrais-tu un verre de vin ?» proposai-je, ne lui laissant pas le temps de répondre avant de rapidement verser 2 verres. J'en plaçai un devant elle et, sans hésitation, elle le prit et but la moitié d'un trait. Dès qu'elle posa le verre, je le remplis. Dernièrement, mon esprit a été préoccupé par une seule chose, commençai-je d'une voix posée. Je vais être direct, inutile de prolonger cette conversation. Je fis une pause délibérée, créant la tension. Chérie se pencha légèrement, ses yeux fixés sur moi. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, la voix teintée d'inquiétude. Calmement et sans fioriture, je dis « Je veux divorcer ». Les mots restèrent suspendus dans l'air, et j'attendis patiemment que le sens se fasse jour. Il fallut environ 3 secondes à Chérie pour enregistrer ce que j'avais dit. Son expression passa rapidement de la confusion au choc, puis à la peur. C'était comme si la terre s'était dérobée sous ses pieds. La terreur la saisit, mais elle n'osa pas demander la raison de but en blanc. Ses pensées étaient lisibles sur son visage, son aventure avec Todd, les mensonges, la trahison. Elle s'effondrait sous mes yeux. « Pourquoi » bégaya-t-elle finalement, la voix tremblante. Les mots me parurent un poignard alors que je les prononçais, « Je ne t'aime plus ». Son visage se tordit de confusion, comme si elle essayait de comprendre ma déclaration. « Qu'est-ce que tu dis » halta-t-elle. Le choc dans sa voix rendait clair qu'elle n'était pas préparée à ce moment. « J'ai cessé de t'aimer » répétai-je, ma voix calme mais résolue. Au fond de moi, je savais exactement quand mon amour pour elle avait commencé à s'estomper. J'avais réprimé cette prise de conscience aussi longtemps que possible, mais maintenant, il n'y avait pas moyen de l'éviter. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda-t-elle, sa voix au bord des larmes. « Te souviens-tu des débuts de notre mariage » demandai-je, me penchant légèrement. « Te souviens-tu comment nous passions chaque minute ensemble ? Que ce soit un passage au magasin, regarder un film ou simplement flâner dans le centre commercial, nous étions inséparables. On aurait dit que nous ne pouvions supporter d'être séparés. » Chérie hocha la tête, son expression s'adoucissant tandis qu'elle réfléchissait au passé. « Oui, je me souviens » murmura-t-elle. « Même quand nous étions occupés, nous trouvions du temps l'un pour l'autre, continuai-je. Nous déjeunions ensemble au moins 2 fois par semaine. Je passais mes journées à aspirer à ta présence, comptant les heures jusqu'à ce que je puisse t'embrasser et sentir ton contact. Nous avions des loisirs communs, même quand ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement, comme ces cours de poterie auxquels tu avais insisté pour que je me joigne. » Un léger sourire traversa son visage alors qu'elle se souvenait. « Tu n'aimais même pas la poterie » dit-elle doucement. « Il ne s'agissait pas de la poterie, dis-je. Il s'agissait d'être avec toi. Te regarder créer quelque chose avec tant d'enthousiasme m'apportait de la joie. Et il en va de même pour ces bâtiments tenaces du village de Noël que nous peignions ensemble. Tu te souviens ? Nous avions acheté une 12aine de maisons non peintes et en avions fait une belle exposition.
C'était un travail minutieux, mais cela ne ressemblait pas à du travail parce que nous le faisions ensemble. Chérie hocha de nouveau la tête, les yeux embués de larmes. Oui, je me souviens, chuchota-t-elle. J'insistais, ne lui laissant aucune échappatoire au souvenir. Et les soirées que nous passions à table, peignant chaque petit carreau? Tu insistais toujours sur le fait que tes créations étaient meilleures que les miennes. Et ces nuits à colorier les affiches que tu avais ramenées de ton voyage à Myrtle Beach? Tu te souviens comme nous nous amusions? C'était avant même que les livres de coloriage pour adultes n'existent. Nous avions une vaste collection de stylos colorés et nous passions des heures à donner vie à ces images. Je fis une pause, laissant le poids de mes mots s'imprégner. Mais comme ces stylos, chérie, notre amour s'est finalement tari et fané. Les épaules de chérie s'affaissèrent et elle se recroquevilla défensivement. Mais je t'aime toujours, protesta-t-elle faiblement, sa voix se brisant. J'ignorais sa tentative de réfutation et continuai, nos amis avaient l'habitude de nous envier. Ils nous disaient à quel point nous étions chanceux d'avoir un lien si fort. Nous étions inséparables. Tu te souviens de ces longues promenades main dans la main, même quand c'était pour quelque chose d'aussi banal que d'acheter une nouvelle tondeuse? Nous ne pouvions nous lasser l'un de l'autre. Ses larmes coulaient maintenant librement, mais je n'avais pas fini. Chérie, je ne sais pas quand c'est arrivé exactement, mais quelque part en chemin, nous avons perdu cette connexion. Peut-être était-ce inévitable, peut-être avons-nous laissé la vie s'interposer, ou peut-être avons-nous cessé d'essayer. Mais quelle qu'en soit la raison, c'est parti maintenant, et je ne peux plus faire semblant. Ses sanglots devinrent plus forts, mais je restais là, stable et inflexible. Ce n'était pas la conversation qu'elle avait répétée avec Todd. Ce n'était pas l'intervention qu'elle avait imaginée. La réalité de la situation s'effondrait sur elle, et pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'avait pas le contrôle. Faisant la queue à la quincaillerie, je me souviens comment tu m'accompagnais toujours. Et quand venait le temps pour toi de faire du shopping pour des vêtements, j'accompagnais à contre-cœur, attendant patiemment devant les cabines d'essayage. Au fond, je savais que tu détestais que je sois là. C'était évident dans la façon dont tu te plongeais dans ton téléphone, prêtant à peine attention aux vêtements que tu essayais ou à ma présence. Mais cela n'avait pas d'importance pour moi. Je te trouvais belle dans tout ce que tu portais. Je n'étais pas là pour les vêtements, j'étais là pour toi. J'aurais pu rester à la maison à regarder du sport, mais au lieu de cela, j'ai choisi d'être avec toi. Je me souviens comment nous discutions du temps que d'autres femmes du quartier passaient aux soirées bingo ou aux enterrements de vie de jeunes filles. Mais tu n'as jamais exprimé d'intérêt à les rejoindre. Tu expliquais tes raisons d'éviter ces activités, et elles m'avaient profondément touché. Alors que chérie essuya une larme de sa joue, le souvenir lui revint. Oui, je me souviens, dit-elle doucement. Tu disais que tu préférerais passer du temps avec moi plutôt qu'avec n'importe qui d'autre. Nous nous glissions souvent sous les couvertures et regardions Astérisque devienne un homme astérisque. J'adore ce film, ajouta-t-elle, la voix tremblante alors qu'elle luttait pour retenir ses larmes. Nous l'avons regardé des centaines de fois, remarquai-je, remplissant de nouveau son verre. Les yeux de chérie s'illuminèrent de détermination alors qu'elle déclara « Je veux toujours le regarder ensemble ». La pensée du divorce la hantait, et elle confessa finalement « Je ne veux pas que cela arrive ». J'ai toujours imaginé que nous vieillirions ensemble, nous lancerions dans de nouvelles aventures, prendrions des cours de cuisine ou de danse de salon, ou simplement profiterions de la compagnie de l'autre au lit, perdus dans les pages d'un bon livre. Mais maintenant, nous nous éloignons. Chérie réfléchit à notre situation, sa voix teintée de tristesse. Je ne peux même pas dire quand tout a commencé. Je la regardai dans les yeux, ma voix lourde d'émotion. Notre routine quotidienne a tellement changé radicalement. Nous dînions ensemble 2 ou 3 fois par semaine, mais maintenant c'est devenu une rareté. La raison de ces changements, chérie, c'était toi. Tu m'as dit un jour que tu n'avais pas le temps de déjeuner avec moi en dehors du bureau. C'était un mensonge. Tu avais du temps pour déjeuner, mais tu le passais avec quelqu'un d'autre. Ses yeux vacillèrent de culpabilité, mais elle resta silencieuse. Progressivement, nous avons complètement cessé de déjeuner ensemble. J'ai commencé à dîner avec mes collègues à la place, et avec le temps, j'ai commencé à apprécier leur compagnie. Peut-être un peu trop. Je ne dis pas ça pour te rejeter entièrement la faute. Je ne voulais juste pas que cette conversation tourne à la confrontation ou à la leçon de morale. Je fis une pause un instant, choisissant mes mots avec soin. Nos priorités avaient changé. Rentrer tôt pour passer du temps ensemble avait perdu de son importance.
Nous nous sommes mis à travailler de plus en plus tard, et quand nous rentrions enfin, nous étions distants. Tu m'as demandé plus tôt pourquoi nous n'en avions pas discuté avant, et peut-être as-tu raison. Tu as dit que si tu avais su que cela comptait pour moi, tu aurais fait plus d'efforts pour déjeuner avec moi ou rentrer plus tôt, et je suis d'accord avec toi, chérie. Mais j'ai exprimé ces pensées d'innombrables fois auparavant. Ce que je désire comprendre, c'est pourquoi passer du temps avec moi ne signifiait pas la même chose pour toi, pourquoi notre communication n'avait pas autant d'importance pour toi. Sa lèvre trembla tandis qu'elle essayait de répondre, mais je continuai, peut-être que si j'avais compris ça, j'aurais pu changer mon comportement, agir différemment, prendre des mesures. Mais avec le temps, il est devenu clair pour moi que la distance croissante entre nous n'était pas entièrement de ma faute. Et j'ai réalisé que si j'évoquais Todd maintenant, cette conversation ne ferait que se détériorer. Tu m'accuserais d'être insécure ou possessif. Je ne voulais pas ça. Alors, au lieu de ça, je voulais te rappeler tous les merveilleux moments que nous avions partagés et te laisser réfléchir à la façon dont ils s'étaient défaits. Je pris une profonde inspiration. Avec le temps, le lien que nous pensions autrefois incassable commença à s'affaiblir. Tu te mis à aller à des enterrements de vie de jeunes filles et moi à des soirées tardives entre amis. Tu allais au spa et je trouvais mon réconfort en jouant au golf. Chérie, nous passions des heures interminables ensemble, sans perdre une minute. Nous parlions de la météo ou des dernières nouvelles, de tout. Mais tout ça a disparu maintenant. J'hésitais avant d'aborder la fracture suivante, plus profonde, de notre relation. Notre intimité avait aussi grandement souffert. Nous étions souvent trop fatigués ou trop distraits pour nous engager physiquement l'un envers l'autre. Au début de notre mariage, notre passion ne connaissait aucune limite. Nous étions inséparables, faisant l'amour 4 ou 5 fois par semaine, parfois même plusieurs fois par jour. Je me blottissais contre toi pendant que tu cuisinais et nous abandonnions le dîner pour nous adonner l'un à l'autre toute la nuit. Nos virées au jacuzzi étaient une habitude, toujours remplie de rire et de joie, mais cela faisait plus d'1 an que nous n'avions pas profité ensemble de ce simple plaisir. La voix de chérie se brisa alors qu'elle m'interrompait, je croyais que tu ne voulais plus faire l'amour. Je me figeai, sidéré par sa déclaration. Quoi? Demandai-je, confus par la façon dont elle avait pu en arriver à une telle conclusion. J'avais l'impression qu'elle essayait de justifier ses actions en rejetant la faute sur moi. Avec un sourire amer, je la rassurai, non, pas du tout. Je n'ai jamais cessé de désirer l'intimité. Mon désir de faire l'amour est tout aussi fort qu'il y a 10 ans. Je fis une pause, laissant le poids de mes prochains mots s'installer. Mais la vérité, chérie, c'est que je ne veux plus d'intimité avec toi. Son visage s'affaissa alors que mes mots la frappaient. Admettre mon manque d'intérêt pour l'intimité avec chérie me causa une profonde douleur intérieure. L'ironie ne m'échappa pas, chérie avait cru que je me sentais rejeté par elle intimement, et pourtant j'étais là, expliquant l'absence de connexion physique en admettant mon propre désintérêt. La situation aurait pu être comique si elle n'avait pas été si profondément douloureuse. La voix de chérie faiblit, visiblement prise au dépourvu. Par mon aveu. Alors, tu ne voulais pas d'intimité avec moi, demanda-t-elle, ses mots tremblants. La réponse vint sans trop de réflexion, j'ai perdu l'intérêt parce que j'avais l'impression que tu n'étais pas présente. Tu ne montrais aucune excitation ni aucun désir d'explorer de nouvelles choses. On aurait dit que tu voulais juste terminer l'acte le plus vite possible pour pouvoir retourner à tes autres passe-temps, comme le tricot. Pendant ce temps, j'aspirais encore à ces week-ends passionnés que nous avions l'habitude de passer. Tu ne voulais même pas que je te donne du plaisir, chérie. Nos moments intimes manquaient de frissons ou de connexion. Ignorant à quel point je me sentais blessé, je confessais que j'avais souvent eu recours à faire semblant pour accélérer le processus. Chérie, cependant, objecta, affirmant que je n'avais pas été assez prudent pendant nos moments intimes. Tu ne te souviens pas comment tu insistais pour utiliser des contraceptifs malgré ta pilule contraceptive, répliquai-je calmement. Tu disais que c'était plus pratique, même si ça rendait les choses désagréables pour moi. Ta persistance ne me laissait aucune place pour feindre la satisfaction. Chérie me fixa, le visage rougi par l'embarras et l'incrédulité. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de moi, continuai-je, ma voix ferme. Son regard s'attarda sur moi un instant, ses larmes se calmant momentanément. Sa peau devint rosée. Il était difficile de dire si c'était par colère, déception ou humiliation. Pour apaiser la tension, je lui remplis son verre de vin. Elle saisit la boisson et en prit une grande gorgée, ses mains tremblantes. Après un bref silence, je repris la parole,
sachant que je devais aller de l'avant. Je sais que la recherche d'une nouvelle relation sera inévitable, dis-je, choisissant mes mots avec soin. Le calme de Chérie craqua dans un accès de rage. Elle me rétorqua sèchement, « Tu me trompes? Tu es tombé amoureux de quelqu'un d'autre ?» Je soutins son regard d'un air impassible. « Chérie, tu connais ma position sur l'infidélité. Quand nous avons échangé nos vœux le jour de notre mariage, je t'ai fait une promesse solennelle, et je l'ai tenue. Je comprends la douleur causée par la trahison de ton premier mari, tout comme j'ai éprouvé l'agonie de l'affaire secrète de ma première femme avec un collègue. Je ne te trahirai jamais comme ça, tout comme je suis certain que tu ne t'abaisserais jamais à me faire du mal de cette façon. Comment peux-tu même penser une telle chose ?» Le visage de Chérie s'adoucit et elle se repentit rapidement. « Je suis désolé, tu as raison. Je sais que tu ne te comporterais jamais de cette façon, » dit-elle, sa voix pleine de remords. Elle évita le contact visuel, mais ses mains tremblantes trahissaient sa profonde inquiétude. D'une voix calme, je continuai, « Abstenons-nous de toute intimité jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. » Sa tête se releva brusquement. « Que veux-tu dire par divorce ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant. Je gardai un ton posé, cela m'amène à un point important. J'ai déjà rencontré un avocat et rempli les documents nécessaires. Les papiers te seront signifiés vendredi. Le visage de Chérie se remplit de confusion et de désespoir. « Attends, quoi ?» s'écria-t-elle. Je ne pus m'empêcher de sourire faiblement et répéter, « Oui, tu recevras les papiers du divorce vendredi. C'est pour le mieux, vraiment. De cette façon, nous pourrons tous les deux retrouver notre liberté et poursuivre nos propres désirs. » Elle secoua la tête avec véhémence, sa voix montant. « Ces 10 années n'ont pas été un gâchis pour moi. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas divorcer, » s'exclama-t-elle. « Allons, chérie, » implorai-je doucement, « au fond de toi, tu sais que tu le veux autant que moi. Regardons la vérité en face, ça fait longtemps que tu ne veux plus être à mes côtés. Notre mariage est une décision que tu es venu à regretter. Je ne suis pas la personne avec qui tu veux vraiment être. » Mais elle refusa d'être d'accord. « Non, je ne veux pas divorcer, » dit-elle fermement, sa voix tremblante. « Ce n'est pas aussi simple que de le vouloir. Tu ne peux pas initier un divorce uniquement basé sur tes désirs. Je ne veux pas ça, je veux rester marié avec toi indéfiniment. Mon amour pour toi est toujours fort. » Je soupirai profondément. « Je suis désolé, chérie, mais mon amour pour toi s'est estompé. » Ses larmes coulèrent librement tandis qu'elle écoutait, ses mains s'accrochant au bord de la table pour se soutenir. « Heureusement, continuai-je, nous vivons dans un état où le divorce sans faute est autorisé. Cela signifie que nous pouvons partager nos biens équitablement et que chacun de nous peut obtenir une juste part. Il y a une petite chance que l'un de nous puisse obtenir plus de la moitié des actifs, mais seulement si nous pouvions prouver définitivement l'adultère. Mais aucun de nous ne trompe l'autre, et il est peu probable. Que l'un de nous s'abaisse à ce niveau avant vendredi, n'est-ce pas? Alors nous pouvons nous séparer proprement et à l'amiable. » L'expression de Chérie devint plus désespérée. « Non, tu es trop pressé, » dit-elle, sa voix tremblante de déception. « Je suis désemparée. »« S'il te plaît, arrête, » implora-t-elle, sa voix résonnant contre les murs. « Ne t'inquiète pas, » la rassurai-je calmement. « J'ai déjà fait mes bagages. Je resterai à l'hôtel jusqu'à ce que je trouve un endroit permanent où déménager. Tu peux rester ici jusqu'à ce que la maison soit vendue. » Mais le désespoir de Chérie grandit. « Attends, bon sang, s'il te plaît, » cria-t-elle. « S'il te plaît, attends, il n'y a pas besoin de se presser. » Je secouai la tête, restant ferme. « N'est-ce pas ?» demandai-je doucement. « Nous ne devrions pas remettre ça à plus tard. Nous devons tout régler d'ici vendredi, n'est-ce pas ?» Sa réaction fut instantanée. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc, sa bouche resta ouverte et elle essaya de parler, mais seul un léger sifflement s'échappa de sa gorge. Pendant un bref instant, un doute s'insinua dans mon esprit. Avais-je confondu les dates? Cherchant des éclaircissements, je saisis rapidement une chemise cachée sous une pile de magazines * Better Homes and Gardens *. Je l'ouvris et en sortis le rapport sommaire de l'enquêteur privé, que j'avais gardé discrètement dans ma poche. Sans un mot, je le tendis à Chérie et dirigeai son attention vers une section précise. « Regarde, » dis-je en désignant le texte, « il est clairement indiqué ici que toi et Todd avez une réservation à l'hôtel Gaylord Texas pour vendredi soir. » Chérie ouvrit la bouche pour protester,
mais je la coupais avant qu'elle ne puisse dire un mot. Et avant que tu n'essaies de le nier, laisse-moi te rappeler les photos, celles de toi et Todd vous embrassant pendant le déjeuner. Ses yeux rencontrèrent les miens et des larmes inondèrent son visage une fois de plus. Je suis tellement désolé, murmura-t-elle doucement. Souriant faiblement, je continuai, je me souviens clairement du moment où mon amour pour toi a commencé à s'estomper. C'était le jour où j'ai découvert tes plans de me trahir, le jour où tu as décidé de faire de moi un cocu, tout comme mon ex-femme l'avait fait. Son visage se tordit d'angoisse. Pardonne-moi, mon amour, balbutia-t-elle, sa voix lourde de désespoir. Todd ne signifie rien pour moi. Ce n'est qu'une aventure passagère, une tentative de raviver notre relation. Je ne comptais passer qu'une seule nuit avec lui. Passons le reste du week-end ensemble, rallumant l'intimité passionnée que nous partagions autrefois. Elle hésita, puis ajouta, Todd l'a suggéré. Il pense que cela va éveiller et revitaliser notre connexion. Cela me fait mal de penser qu'au lieu de t'adonner à la passion avec moi, tu es consumé par la rage. Ne vois-tu pas qu'il s'agit de nous raviver, notre relation, notre intimité? Sa voix faiblit alors qu'elle essayait de rationaliser ses actions. Cette logique a-t-elle un sens, demanda-t-elle, luttant pour articuler ses pensées. Todd a dit que tu pourrais considérer cette option si elle pouvait m'apporter du bonheur, et je veux sincèrement que tu sois heureuse. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je la regardais incrédule. Chérie, ça te contrarie qu'au lieu de trouver le bonheur avec moi, tu cherches la satisfaction ailleurs, tout en essayant de le justifier comme un moyen de raviver notre relation? Est-ce que cette logique a même un sens pour toi? Elle hocha la tête nerveusement, sa voix faible mais résolue. Oui, je croyais vraiment que ça pouvait. Je voulais seulement nous réparer. Je secouai la tête. Tu pensais que j'accepterais une telle situation? Que je serais d'accord avec ça? Laisse-moi être clair, ça n'arrivera jamais. Ses épaules s'affaissèrent alors que mes mots s'enfonçaient. Je ne sais pas ce que je pensais, admit-elle, sa voix tremblante. Peut-être était-ce l'ennui, la solitude. Todd a rallumé quelque chose en moi. Mais comment pourrais-je me sentir ennuyé et seul alors que nous étions profondément amoureux et que nous chérissions chaque instant ensemble? Je ne peux pas l'expliquer, mais ces sentiments, ils ont refait surface. Je me penchai en avant, ma voix ferme mais mesurée. As-tu déjà pensé que tu étais ennuyé et seul parce que tu t'es éloigné de nous? Tu as arrêté de déjeuner avec moi, arrêté de participer à des événements, arrêté de passer du temps avec moi. Tu t'es volontairement éloigné de moi et au lieu d'essayer de réparer les choses avec nous, tu l'as choisi, lui. Chérie secoua la tête avec incrédulité. Non, murmura-t-elle. Je ne peux pas imaginer que je créerais intentionnellement un tel scénario. Je pensais que tu avais arrêté de venir chez moi pour le déjeuner. Ne te souviens-tu pas que c'était ton choix? Je haussai un sourcil. C'était ça? Laisse-moi te rappeler le mercredi au. Tu as annulé nos projets de déjeuner. Je suis venu te chercher, mais tu n'as même pas pris la peine de me dire en personne que tu ne pouvais pas venir. Au lieu de ça, tu m'as envoyé un texto me disant d'aller déjeuner sans toi. Cet incident m'a tellement bouleversé que j'ai arrêté d'essayer. Et pourtant, étonnamment, tu n'as jamais reconnu le fait que nos déjeuners, puis nos dîners, aient entièrement cessé. Tu ne l'as même pas remarqué. Son regard tomba sur ses mains, la culpabilité et la tristesse gravées sur son visage. Tu as raison, admit-elle doucement. J'étais si préoccupé par mon propre monde, par Todd. Je n'ai pas remarqué que je te perdais. Eh bien, maintenant tu peux la voir entièrement, dis-je, ma voix froide et posée. Elle releva la tête et me fixa d'un regard déterminé. Non, dit-elle fermement. Je ne le veux pas. Je te veux, toi. Je nous veux. Je veux revenir à ce que nous étions avant. Je regrette profondément mes erreurs. J'ai abandonné notre relation, mais je ne veux pas te perdre. Il n'est pas trop tard. Je secouai lentement la tête, ma voix ferme mais calme. Il est trop tard, chérie. Tu aurais dû le réaliser avant. Je ne t'ai jamais trahi, plaida-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Nous n'avons franchi aucune limite. Je jure, je promets de ne plus jamais le revoir. Je suis même prête à quitter mon travail et à chercher du travail ailleurs. S'il te plaît, je ne peux pas accepter de te perdre. Je soupirai en secouant la tête. Je me sens toujours trahi, chérie. À tous égards, sauf un. Mais c'est le plus important.
Tu n'es pas entré dans une relation physique avec Todd, mais ta liaison émotionnelle a détruit ce que nous avions. J'ai pris une décision stupide, confessa-t-elle, sa voix se brisant. J'étais éprise de Todd, mais je ne l'aimais pas. Mon amour a toujours été et sera toujours pour toi. Ces mots restèrent en suspens, mais je restais silencieux, mon cœur endurci par le poids de ses actions. Quel que soit l'amour que j'avais pour elle, il était enfoui sous la douleur et la trahison de ses choix. Je ne peux pas comprendre ce qui se passait dans ma tête, dit Chéri, sa voix se brisant. En fin de compte, j'avais prévu de le quitter et de revenir vers toi quand tout serait réglé. Mais maintenant, je le vois clairement. Maintenant, j'admets ma stupidité. Todd ne signifie rien pour moi. S'il te plaît, mon amour, ne me quitte pas, ce n'est pas si simple, chérie, répliquai-je, mon ton lourd de déception. J'ai aussi fait des erreurs. J'ai essayé de m'éloigner avant que ça n'aille trop loin, mais tu as franchi la ligne. Et j'avais exprimé mon désaccord bien avant cela. Tu pensais qu'une simple rencontre physique renforcerait en quelque sorte notre lien? Comment peux-tu justifier ça? Chéri serra les mains l'une contre l'autre, des larmes coulant sur son visage. Ce n'était pas comme ça. Je n'ai commis aucune action illégale. Nous étions juste amis, comme il l'a dit. Tu aurais dû mettre notre amour au-dessus de tout, objectai-je fermement. J'ai beaucoup d'amis, mais je me suis toujours abstenu d'intimité physique avec elle. Je n'ai jamais perdu de temps avec elle, jamais priorisé elle par rapport à toi, et je ne t'ai jamais échangé contre personne. Je n'ai même jamais envisagé de coucher avec quelqu'un d'autre, encore moins de te forcer à l'accepter. Chéri enfouit son visage dans ses mains, sanglotant de manière incontrôlable. Je regrette de t'avoir ignoré, étouffa-t-elle. Je regrette de t'avoir pris pour acquis. Je promets que ça n'arrivera plus jamais. Ne pouvons-nous pas simplement voir cela comme une terrible erreur et trouver la force dans nos cœurs de me pardonner? Ces mots me frappèrent, mais je ne pouvais pas la laisser éluder ses responsabilités. Chérie, cette situation n'est pas un jeu de Monopoly où tu peux juste prendre une carte sortie de prison sans payer. Tes actions n'étaient pas juste une erreur. Tu t'es détourné de notre amour. Tu as donné ton cœur à quelqu'un d'autre. Je pris une profonde inspiration, stabilisant ma voix. En même temps, je veux que tu saches que mon cœur t'a toujours appartenu. Et pourtant, tu ne m'as pas accordé la même dignité. Tu ne m'as pas donné la chance de lutter pour notre amour, parce que tu es allé trop loin. Son visage se froissa alors que mes mots s'enfonçaient. Suis-je vraiment si insignifiant pour toi, continuai-je. Tu étais mon tout. J'aurais lutté pour toi contre n'importe qui. J'aurais donné ma vie pour toi. Mais maintenant, je ne prendrais même pas la peine de te reconnaître si tu étais en difficulté. Le cri de Chéri perça l'air. Désespérément, elle agrippa mes bras, essayant de me tirer plus près. Non, s'il te plaît, ne pense pas comme ça. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Ces mots résonnèrent dans la pièce et je répondis finalement, je crois que tu es désolé. Cela me montre que tu n'es pas complètement sans cœur ou égocentrique. Mais cela ne change pas le résultat. S'il te plaît, implora-t-elle, sa voix se brisant. S'il te plaît, ne mets pas fin à ça. Ne pars pas, chérie, dis-je, ma voix calme mais ferme, c'était ta décision. Je crois que tu le regrettes sincèrement, mais mon amour pour toi s'est estompé. Notre relation est terminée. Mais ne t'énerve pas, tu as toujours Todd pour te réconforter. Entre ses sanglots, Chéri lâcha une bombe, Todd est marié, confessa-t-elle. Il ne voulait qu'une relation physique, pas quelque chose de sérieux. Un sourire sinistre se dessina sur mon visage. Eh bien, peut-être que sa perspective va changer maintenant, répliquai-je. Je suis sûr que quand il rentrera chez lui aujourd'hui, sa femme aura quelque chose à discuter avec lui. C'est intéressant, n'est-ce pas? Elle et moi avons engagé le même avocat spécialisé dans le divorce. Les yeux de Chéri s'écarquillèrent sous le choc, la bouche ouverte. Elle essaya de former des mots, mais rien ne sortit. Silencieusement, je poussai une chemise sur la table vers elle. À l'intérieur, tu trouveras le rapport complet de l'enquêteur privé, avec des photos de toi et Todd. Sois tranquille, sa femme a un double exemplaire de cette même chemise. Tu trouveras également toute la documentation nécessaire de mon avocat concernant la procédure de divorce et la proposition de division des biens. Il serait sage que tu lises tout attentivement. Ses mains tremblèrent alors qu'elle saisissait la chemise, et je me levai, signalant que la conversation était terminée.
S'il te plaît, abstiens-toi de toute autre action, chérie, dis-je froidement. Si tu veux m'accompagner à la banque demain pour séparer nos comptes, fais-le-moi savoir. Sinon, je m'en occuperai seul. Sur ce, je sortis de la pièce, ignorant ces cris d'angoisse qui résonnaient derrière moi. Chérie eut du mal à gérer les conséquences de notre divorce, et bien que je veuille éviter une longue et coûteuse bataille juridique, je suis resté ferme dans ma décision. Lorsque le juge a recommandé une thérapie de couple avant de finaliser le divorce, j'ai accepté à contre-cœur. À ma surprise, les séances furent plus productives que prévu. Chérie et moi nous sommes reconnectés à nos émotions et avons commencé à communiquer ouvertement, sans jugement, sur tous les aspects de nos vies. Grâce à la thérapie, j'ai pu exprimer la douleur et l'humiliation que je ressentais à cause de ces actions. Le thérapeute a salué nos progrès et, pendant un instant, j'ai eu l'impression. Bien que nous puissions nous réconcilier, au fond de moi, je ne pouvais pas pardonner Chérie, pas entièrement. Je nourrissais même un désir persistant de vengeance à son égard. À un moment donné, je lui ai suggéré de quitter son emploi, sous-entendant que cela pourrait me faire reconsidérer le divorce. Elle a refusé, et en vérité, ma suggestion n'était pas sincère. Je ne voulais pas de réconciliation, je voulais qu'elle perde la carrière qu'elle valorisait tant. Lorsqu'elle a refusé, ma décision de poursuivre le divorce s'est raffermie. En raison de son aventure émotionnelle, Chérie a reçu une part de nos biens matrimoniaux inférieure à ce qu'elle attendait. À sa surprise, Todd a également divorcé de sa femme, mais n'a montré aucun intérêt à poursuivre une relation sérieuse avec elle. Au lieu de cela, il a rapidement commencé à sortir avec une femme plus jeune. Cela fait plus de 2 ans que notre divorce et je ne pourrais être plus heureux. J'ai tourné la page, profitant de la vie et embrassant de nouvelles expériences avec différentes femmes. Chérie, quant à elle, cherche toujours quelqu'un avec qui fonder une famille. Malheureusement pour elle, personne ne la considère comme une épouse potentielle, elle n'est devenue rien de plus qu'une aventure temporaire pour les hommes qu'elle rencontre. Astérisque astérisque histoire 2 astérisque astérisque. Je dois admettre que cette année a été difficile, non seulement pour ma femme, Laurie, mais pour toute notre famille. J'ai consacré 16 ans de ma carrière à Van Screw & Nutt, où nous étions spécialisés dans les fixations sur mesure. Contrairement aux consommateurs ordinaires, les entreprises qui fabriquent des biens ne peuvent pas simplement acheter des vis au quincaillier le plus proche, tout doit être adapté à leurs exigences spécifiques. J'ai commencé ma carrière au service commercial et j'ai progressivement gravi les échelons jusqu'à devenir directeur des ventes. C'était un poste fantastique qui m'apportait à la fois satisfaction professionnelle et revenus substantiels. Je respectais constamment mes 4 quotas trimestriels, m'efforçant d'atteindre l'excellence dans mon rôle. Avec une performance aussi constante, je m'attendais pleinement à recevoir une prime de fin d'année dépassant les 100 000 $. Cependant, la délocalisation constante des installations de fabrication à l'étranger a commencé à perturber notre part de marché, créant des défis importants pour l'entreprise. Malgré ces défis, grâce à mes efforts pour constituer une équipe de vente dévouée et travailleuse, nous avons constamment surpassé l'année précédente. Il y a environ 1 an, une réunion inattendue a été convoquée, rassemblant toutes les figures clés de l'entreprise, y compris moi-même. Au cours de cette réunion, nous avons été choqués d'apprendre le départ à la retraite du propriétaire de l'entreprise et les négociations secrètes en cours avec un conglomérat basé en Californie pour acquérir Van Screw & Nutt. La nouvelle nous a tous stupéfiés, mais on nous a assuré que rien de significatif ne changerait après la vente et que nos postes ainsi que la structure de direction étaient sécurisés. Malheureusement, cette promesse s'est avérée fausse. Moins de 2 mois plus tard, les premiers signes de problème sont apparus avec le début des licenciements. Réalisant que le sort de l'entreprise était scellé, j'ai immédiatement commencé à chercher un autre emploi, mais le destin est intervenu de manière inattendue et indésirable, j'ai été brusquement licencié avant de pouvoir trouver un autre poste. Le licenciement a été rapide et froid. Ils ont feint la sympathie, m'ont tapoté le dos et m'ont offert une indemnité de départ de 10 000 $. Sans plus attendre, ils m'ont raccompagné hors du bâtiment. Au début, Laurie et moi ne nous inquiétions pas trop de l'état de l'économie. Mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre à quel point le paysage économique avait changé pendant mes années d'emploi stable. Il est devenu de plus en plus évident que non seulement la plupart des installations de fabrication nationale s'étaient déplacées à l'étranger, mais que même les entreprises qui survivaient s'approvisionnaient désormais en fixation à l'échelle internationale. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment notre économie restait résiliente au milieu de ces changements, mais ma préoccupation immédiate était de trouver un autre emploi. C'est pendant cette période turbulente que notre fils de 17 ans, Lance, est devenu un élément central de notre histoire.
Alors qu'il se préparait à obtenir son diplôme de fin d'études secondaires, nous avons été assaillis par une vague d'émotions contradictoires en apprenant sa décision de rejoindre l'armée immédiatement après l'obtention de son diplôme. L'instabilité persistante au Moyen-Orient a accru nos craintes pour sa sécurité, et la pensée de son absence pesait lourdement sur nos cœurs. Cependant, au milieu de ces craintes, il y avait aussi un sentiment de soulagement doux amer, nous n'aurions pas à supporter le fardeau financier des frais d'université. La dure réalité du chômage a anéanti tous mes espoirs de décrocher un autre emploi avec un salaire à 6 chiffres. Contraint d'ajuster mes attentes, je me suis fixé des objectifs plus modestes. Laurie et moi avons travaillé ensemble pour trouver une solution à nos difficultés financières temporaires. Étonnamment, Laurie a réussi à trouver un emploi avant moi. Elle a été embauchée comme secrétaire de bas niveau dans une entreprise de développement de logiciels. Bien que son salaire ne soit pas substantiel, il dépassait mes allocations de chômage et a contribué à alléger notre pression financière. Environ un mois après que Laurie a commencé son travail, j'ai réussi à obtenir un poste de vendeur chez Henry Automotive, une entreprise spécialisée dans les pièces automobiles. Au début, mes revenus étaient négligeables pendant la phase de formation, mais après avoir terminé ma formation, j'ai officiellement intégré l'entreprise. Mon nouveau poste offrait une combinaison de salaire fixe et de commission. Cependant, il était clair dès le départ que ce poste ne serait pas très lucratif, le vendeur le mieux payé de l'entreprise, qui y travaillait depuis 12 ans, ne gagnait que 60 000 $ par an. Cette nette disparité de revenus a considérablement tendu notre situation financière, déjà alourdie par notre ancien mode de vie. Nous avions vécu confortablement dans une maison spacieuse avec un prêt immobilier stable et possédions 2 Cadillacs, dont l'une était encore en cours de remboursement. Heureusement, ma CTS de 5 ans était entièrement payée. Laurie et moi avions acheté une autre Cadillac du même modèle quelques mois seulement avant que je ne perde mon emploi. De plus, la plupart de nos cartes de crédit étaient à leur limite. Nos soirées régulières en ville furent parmi les premiers sacrifices que nous fîmes pour réduire les coûts. Nous aimions dîner avec des amis, danser, et assister à des spectacles, des pièces de théâtre et des concerts. Ces sorties, qui étaient bien plus que de simples rendez-vous, étaient des occasions de vraiment nous laisser aller et de nous amuser ensemble. Nous nous adonnions à de telles activités 2 ou 3 fois par mois, parfois plus. Cependant, avec nos difficultés financières, ces moments sont devenus rares, et Laurie semblait ressentir cette perte plus vivement que moi. Issue d'un milieu plus privilégié, Laurie était habituée à un style de vie que je n'avais commencé à connaître que ces dernières années. Sa famille était instruite et financièrement stable, contrairement à la mienne. J'avais grandi dans des circonstances plus modestes, et les conforts et les joies que nous partagions pendant nos années de prospérité étaient relativement nouveaux pour moi. Quand j'étais étudiant, les divertissements étaient un luxe que je pouvais à peine me permettre, mais Laurie, même à l'époque, semblait mener une vie remplie de rencontres et de joie. Elle aimait passer du temps avec ses parents, organisant des fêtes avec eux comme si c'était une seconde nature. Cependant, dans les mois qui ont suivi nos difficultés financières, son enthousiasme autrefois inébranlable a commencé à vaciller. Les innombrables semaines passées à la maison sans socialiser ont commencé à l'épuiser, et l'insatisfaction de Laurie est devenue de plus en plus apparente. Pour elle, les factures pouvaient toujours être reportées, mais pas l'absence d'une vie sociale dynamique. Il y a environ 3 mois, Laurie a commencé à exprimer ses frustrations, exigeant des actions. Rester à la maison soir après soir sans rien faire la rendait folle. Elle aspirait à sortir et à retrouver la joie et l'excitation qu'elle avait autrefois connue. Laurie peinait à s'adapter à cette nouvelle réalité confinée, tandis que je me concentrais sur la gestion de notre redressement financier. Un soir, alors que j'étais assis à la table de la cuisine, examinant méticuleusement nos factures, Laurie se tenait à proximité, visiblement agitée. Lentement mais sûrement, nous sortions de nos ennuis financiers. En la regardant, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une remarque sarcastique, bien sûr, ce n'est pas un problème du tout. Dis-moi, quelle facture devrions-nous laisser impayée ? Son regard est resté fixé sur moi et je ne savais pas comment elle allait réagir. Un instant, j'ai cru qu'elle allait crier, mais au lieu de cela, elle a semblé perdue dans ses pensées. J'ai instantanément regretté mes mots. Une vague de culpabilité m'a envahi, et la nausée me tordait l'estomac. Mon commentaire n'était pas aussi terrible qu'il y paraissait au premier abord, mais il était néanmoins inutile. Je suis désolé, chérie, ai-je dit rapidement, espérant désamorcer la tension. Je te promets que ça ne sera pas toujours comme ça. Je vais continuer à chercher un meilleur emploi, mais pour l'instant, essayons de nous détendre un peu. Se détendre, a-t-elle grogné, sa frustration débordante.
Skyler, ça fait presque 1 an que ça dure. Je me sens piégé, comme un animal en cage. J'ai besoin de me libérer. J'ai besoin de trouver du plaisir. Je comprends, mon amour, je comprends, l'ai-je rassuré, essayant de la calmer. Regarde, nous avons fait tant de chemin. Il y a 5 mois, nous étions en retard sur les paiements de la maison et de la deuxième voiture. Nous étions à ça. J'ai fait un geste avec mon pouce et mon index presque joint de perdre ta voiture. Heureusement, nous avons réussi à nous maintenir à flot. Avec les commissions que j'attends ce mois-ci, nous serons enfin à jour, sauf pour un dernier paiement de voiture. Si nous pouvons réduire les dépenses alimentaires, nous serons dans une meilleure position dans seulement 2 mois. Les lèvres de Laurie se sont serrées, indiquant clairement son mécontentement. Je pouvais comprendre pourquoi elle était fatiguée des sacrifices. Soudain, une idée m'est venue à l'esprit. Et si, ai-je suggéré, nous allions visiter le zoo de Lincoln Park ce week-end? C'est gratuit et nous n'y sommes pas allés depuis que Lance était enfant. Skyler, je ne suis pas intéressé par la communion avec la nature, a-t-elle dit avec un sourire sarcastique. Je veux m'immerger dans la ville. Je veux de la bonne nourriture, des boissons, danser jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout. Je te demande d'être patiente encore un peu, ai-je plaidé. Dès que nous aurons réglé toutes nos obligations financières, je te promets que nous fêterons cela avec un délicieux dîner dans un endroit merveilleux. Sans un mot de plus, Laurie s'est retournée et a gracieusement monté les escaliers, me laissant seul. J'ai soupiré lourdement, partagé entre la culpabilité et la frustration. Bien que je ressente des remords, je ne pouvais ignorer la réalité de notre situation. Vivre à Chicago, même un simple dîner pour 2 pouvait facilement coûter plusieurs centaines de dollars, sans parler du parking ou du déjeuner avant. Ayant grandi dans une famille qui priorisait le paiement des factures avant tout, je ne pouvais trouver d'excuses raisonnables pour m'offrir de tels luxes, étant donné nos circonstances financières. Nous essayions constamment de nous rattraper, réussissant à peine à maintenir les paiements minimums sur nos cartes de crédit. Après 10 minutes supplémentaires à examiner nos finances, j'ai réalisé que Laurie n'était pas redescendue. Inquiet, j'ai décidé d'aller voir. Quand je suis entré dans la chambre, je l'ai trouvée assise au bord du lit, les larmes coulant sur son visage. Mon cœur s'est serré, je me sentais comme une personne horrible. Sans hésiter, je me suis assis à côté d'elle, je l'ai serrée dans mes bras et je l'ai attirée contre moi, espérant la réconforter. Je suis désolé, ma chérie, ai-je murmuré doucement, pressant ma joue contre le sommet de sa tête. Je fais de mon mieux. Elle a reniflé doucement et a admis, je sais, je comprends. Mais cette année a été si incroyablement difficile, et avec Lance parti, c'est encore plus dur. Avant, nous pouvions nous échapper pour le week-end, mais maintenant nous sommes coincés ici, piégés. C'est comme une prison. Ces mots m'ont profondément blessé. Je me souviens l'avoir entendu plaisanter une fois sur le démantèlement de la prison de Statesville. Cette fois cependant, sa comparaison avec notre maison me semblait cruelle et imméritée. Notre maison était loin d'être une prison, en fait, je n'ai jamais voulu l'acheter. Je pensais qu'elle était trop grande et trop chère. Mais Laurie en était tombée amoureuse dès qu'elle l'avait vue et avait insisté pour qu'elle soit la sienne. Maintenant, j'étais là, me battant pour la garder, pendant qu'elle la qualifiait péjorativement de prison. Au cours des 2 mois suivants, ma relation avec Laurie a continué de se détériorer. Nos conversations sont devenues plus courtes, de plus en plus superficielles et finalement dénuées de sens. Nous passions progressivement de moins en moins de temps ensemble dans la même pièce. Même la fréquence de nos ébats amoureux a diminué, mettant davantage à l'épreuve notre lien. Notre intimité avait diminué, et ce qui était autrefois des cris de passion s'était maintenant transformé en sanglots de chagrin. Le charme qui emplissait autrefois notre chambre avait disparu. Laurie a clairement exprimé son mécontentement de ce que je ne la demandais pas en sortie, mais les circonstances m'en avaient empêché. Sans aucun doute, nous aspirions tous les deux à une forme d'évasion. Bien que je comprenne ses sentiments, je croyais toujours que nos factures devaient être prioritaires. Ces assurances qu'elle ne passerait la nuit qu'en ville ne faisaient pas grand-chose pour calmer son mécontentement croissant. Finalement, la tension a atteint son paroxysme un vendredi soir, après que nous ayons terminé le travail. Quand je suis rentré à la maison, mon moral était au beau fixe. Je venais de signer un contrat lucratif et l'excitation de pouvoir enfin profiter de moments précieux avec Laurie me submergeait. Malheureusement, je n'avais pas encore eu l'occasion de lui partager cette nouvelle. Dès que je suis entré dans la maison, je l'ai vue descendre gracieusement les escaliers,
vêtue d'une tenue plus appropriée pour une grande célébration. Émerveillé, je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer « Waouh !» Elle rayonnait d'élégance et je me demandais quelle était l'occasion. « Quelle est la raison de cette superbe apparence ?» ai-je demandé. Je rejoins mes collègues de travail, ne t'en fais pas, a-t-elle répondu. Il y avait une pointe de sarcasme dans son ton alors qu'elle ajoutait, il paie tout depuis le début. Quelque chose n'allait pas. Une vague d'anxiété m'a envahi. Autant que je sache, Laurie ne m'avait jamais trompé, mais il n'y avait aucune raison pour qu'elle porte la robe la plus révélatrice de sa garde-robe juste pour passer du temps avec ses amis. Après tout, ma femme était fière et indépendante. L'idée qu'elle accepte la générosité de ses amis pour toute la soirée semblait étrange, presque comme de la charité. Au cours de nos années ensemble, je savais que Laurie n'aurait permis à quelqu'un de couvrir ses dépenses de cette manière que si c'était un rendez-vous. Les poils de ma nuque se sont hérissés à mesure que mes soupçons grandissaient. Alors, qui sont ces filles? Peux-tu me donner leur nom, ai-je demandé. Étrangement, elle n'a pas semblé gênée par ma question. Elle a répondu nonchalamment, juste des filles du bureau, tu ne les connaîtrais pas. Mais Laurie, ai-je insisté, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Je ne suis peut-être pas naïf, mais je peux dire quand quelque chose ne va pas. Tu ne t'habilles pas comme ça d'habitude pour sortir avec tes copines. Alors, qui rencontres-tu vraiment? Est-ce un homme? Allez, ne sois pas stupide, a-t-elle dit d'un ton désinvolte. Je t'ai déjà dit que je rencontrais des filles. Si tu ne me crois pas, c'est ton problème. Tu es juste trop méfiant parce que tu te sens coupable. Avant que je ne puisse répondre, un klaxon de voiture a attiré mon attention. En regardant dehors, j'ai remarqué un taxi garé devant notre maison. Tu prends un taxi, ai-je demandé, essayant de réprimer mon malaise croissant. Oui, a-t-elle répondu d'un ton pragmatique. Je compte bien m'amuser ce soir, et nous ne pouvons absolument pas nous permettre de conduire en état d'ébr. Y était, alors j'ai pensé que ce serait judicieux. Mon irritation a éclaté. Tes copines participent aussi aux dépenses, ai-je demandé sarcastiquement. Oui, en fait, a-t-elle répondu honnêtement. Elle s'est penchée pour me donner un rapide baiser sur la joue. Il y a des restes du dîner d'hier soir dans le frigo, tu peux les réchauffer au micro-ondes. Je serai peut-être en retard, alors ne m'attends pas. Et sur ces mots d'adieu, elle est sortie. J'ai regardé dehors, espérant apercevoir quelqu'un d'autre dans le taxi, mais quand elle s'est installée sans difficulté sur la banquette arrière, j'ai vu qu'elle était seule. Pendant un moment, j'ai essayé de réprimer mes soupçons. Bien sûr, je comprenais que Laurie était contrariée, mais l'idée qu'elle soit impliquée avec un autre homme était trop douloureuse à accepter. Après tout, nous avions un enfant et nos vies étaient profondément entrelacées. Je me suis rassuré en me disant qu'elle ne me trahirait jamais, cela ne pouvait tout simplement pas être vrai. Je me suis tourné vers les restes dans le frigo et les ai mis au micro-ondes, espérant me distraire des émotions qui m'envahissaient. Mais à mesure que la nourriture se réchauffait, mon anxiété augmentait aussi. M'accrochant désespérément à l'espoir qu'elle s'amusait simplement avec des collègues, j'ai essayé de me convaincre de ce scénario peu probable. Pourtant, au fond de moi, le doute s'insinuait. Déterminé à trouver des réponses, je suis allé à mon ordinateur et j'ai cherché des informations sur le service de taxi. J'ai rapidement composé le numéro de la compagnie. Quand la régulatrice a répondu, j'ai demandé d'urgence des informations sur l'emplacement d'un taxi qui venait de quitter mon adresse. À ma surprise, la personne à l'autre bout a fourni l'information sans hésitation. La destination où Laurie avait été emmenée était le Platon sur Elmhurst Road. Je connaissais très bien l'endroit, Laurie et moi y étions allés plusieurs fois. C'était un restaurant romantique, avec des coins intimes faiblement éclairés. Ce n'était pas le genre d'endroit que l'on choisissait habituellement pour traîner avec des amis, c'était plutôt le cadre parfait pour qu'un homme séduise sa compagne. Alors que le micro-ondes sonnait, annonçant que le dîner était prêt, un nœud se forma dans mon estomac. Je ne pouvais pas chasser l'idée que Laurie pourrait rencontrer quelqu'un d'autre. J'avais toujours cru qu'en période difficile, mari et femme devaient se soutenir mutuellement, et non se retourner l'un contre l'autre. C'était dévastateur de penser que ce n'était pas toujours le cas. J'ai même brièvement envisagé d'aller moi-même au restaurant Le Platon. L'établissement avait 2 entrées distinctes, l'une menait au salon, l'autre au restaurant. Cela me permettrait d'observer la situation discrètement. Avec détermination, je suis entré par le salon du restaurant, évitant le bar car je n'étais pas intéressé par les boissons, mon attention était uniquement portée sur la section restaurant. En entrant,
la scène qui s'offrait à moi a fait manquer un battement à mon cœur, elle était là, ma femme, assise à une table avec un autre homme. L'identité de Laurie était indubitable, elle était face à moi, bavardant avec lui autour de collations et d'une bouteille de vin posée entre eux. La colère a déferlé dans mes veines. Mon regard s'est fixé sur l'homme, l'intrus qui tentait d'avoir une liaison avec ma femme. Sans hésiter, j'ai marché agressivement vers leur table. Même si je n'étais qu'à une courte distance, l'homme, que j'ai mentalement étiqueté Monsieur Lys, a semblé sentir ma présence. Il a hésité, a levé la tête et a rencontré mon regard. Sa confiance a visiblement vacillé, remplacée par de la nervosité. Je me suis arrêté à quelques pas. Laurie s'est tournée pour voir ce qui avait attiré l'attention de son compagnon. « Skyler » s'est-elle exclamée, la voix pleine de surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je n'ai pas retenu mes mots, qui dégoulinaient de mépris, « Je suis venu rencontrer tes copines. » Je dis, fixant l'homme du regard. « Qui est-ce » L'homme, visiblement troublé, se leva lentement. Avant qu'il ne puisse dire un mot, je l'interrompis, mon ton sec et menaçant, « Dites-moi pourquoi vous êtes ici. Vous savez parfaitement qu'elle est mariée, cela ne signifie rien pour vous ?» Je lâchai un rire amer, ma fureur montant. « Dites-moi, laissez-vous une traînée de bave derrière vous quand vous rampez ?» Il se figea, incertain, tiraillé entre se lever complètement et se rasseoir. Son hésitation ne fit qu'attiser ma colère. Laurie intervint rapidement, « Skyler, s'il te plaît, ne fais pas de scène, » implora-t-elle. « Voici Jerry, mon collègue. Puisque tu as hésité à m'inviter, il a gentiment proposé de m'emmener dîner. Il essayait juste d'être gentil. » Je me tournai vers elle, mon déplaisir évident. « Ne me raconte pas de sornettes. Il n'est pas gentil, il est juste intéressé par une relation intime avec toi. » Regardant à nouveau Jerry. Je remarquai qu'il n'avait aucune intention de contester mes propos. Au lieu de cela, il se laissa tranquillement retomber sur sa chaise, évitant la confrontation. Ma voix s'abaissa, ferme et froide, « Si tu fais le moindre geste vers ma femme à nouveau, tu auras affaire à moi. Votre soirée est terminée. » Je me tournai vers Laurie. « Allons-y. » Elle hésita, sa réticence était évidente, mais elle choisit finalement de ne pas me défier. « Je suis désolé, » dit-elle à Jerry en se levant. Alors que je la menais vers la sortie, j'avais l'impression que tous les yeux du restaurant étaient braqués sur nous. Le silence enveloppa la voiture alors que je nous ramenais à la maison, mais dès que nous entrâmes, l'atmosphère changea du tout au tout. « Laurie, peux-tu m'expliquer ce qui vient de se passer ?» demandai-je, ma voix tendue par la frustration. « As-tu soudainement décidé que je n'étais plus digne d'être ton mari ?» Elle soupira, sur la défensive. « Je voulais juste sortir de la maison et m'amuser un peu pour changer. » « Et qui est exactement ce Jerry ?» insistai-je. « Depuis combien de temps sortez-vous ensemble ?» Son expression se durcit et elle répondit sèchement, « C'est juste un collègue. Nous avons dîné quelques fois ensemble, rien de plus. Je lui ai dit que notre relation n'était plus ce qu'elle était et que ça me manquait. Il a proposé de m'emmener dîner et danser, et j'ai accepté. C'est tout. » Sa tentative de minimiser la situation ne fit qu'accroître ma colère. « Oh, Laurie, s'il te plaît, épargne-moi ça, c'est inacceptable. » Son attitude changea et, avec un trait d'esprit cinglant, elle ajouta, « Vas-y, bats-moi pour ça. » J'étais abasourdi, presque sans voix. Je ne m'attendais pas à cela de sa part. « Je croyais que notre mariage était plus solide que ça, » dis-je, ma voix empreinte de déception. « Nous traversons une période difficile en ce moment, et c'est comme ça que tu réagis ? Es-tu prête à abandonner le navire ? Qui a dit quoi que ce soit sur l'abandon ? » rétorqua-t-elle, défiante. « Je travaille sans relâche tous les jours. Je mérite de m'amuser parfois. Si tu ne veux pas m'accompagner, pourquoi devrais-je refuser quelqu'un qui le fera ? Parce que tu es ma femme, bon sang. » criai-je. « Nous sommes censés travailler ensemble, en équipe. C'est pour ça que je suis si contrarié. » Mais elle resta silencieuse, son expression se moquant de mes mots. Sa réaction me blessa profondément et je ne pus m'empêcher de sentir les fissures de notre mariage s'élargir. « Alors, c'est ce qui me reste de notre mariage ? » demandai-je, ma frustration débordante. « Être marié à une femme en qui je ne peux pas avoir confiance ? Dois-je constamment m'interroger sur ton emplacement et tes actions quand tu es hors de ma vue ? Dis-moi, Laurie, quelles étaient tes intentions pour le reste de la soirée ?
Avais-tu l'intention d'avoir une relation intime avec lui? Sa réponse fut sèche et défensive, bien sûr que non. En regardant la femme avec qui j'avais partagé ma vie pendant près de 2 décennies, je fus envahi par un sentiment de malaise. Pour la première fois, je doutais de sa loyauté. Je ne peux pas te croire, dis-je, ma voix emplie d'incrédulité. La réalisation me frappa comme un coup. Elle m'avait menti, prétendant qu'elle passait du temps avec des amis. Elle ne s'était même pas souciée que je doute de ses paroles à l'époque, alors pourquoi devrais-je lui faire confiance maintenant? Oui, cette dernière année a été difficile, continuai-je, mon ton ferme, mais une femme devrait soutenir son mari. Te souviens-tu des vœux que nous avons échangés à l'hôtel? Dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la maladie comme dans la santé. À cet instant, ces vœux semblaient creux. Pour la première fois, j'éprouvais une clarté totale. Je la regardai dans les yeux et dis, notre mariage est terminé. Elle me fixa, stupéfaite, avant de ricaner. Sa moquerie avait maintenant une pointe verbale. Ne sois pas ridicule. Nous avons des difficultés financières, souviens-toi. Tu n'as pas les moyens d'un avocat, sans parler d'un divorce. Pour être honnête, tu ne peux même pas te permettre de déménager, dit Laurie froidement. Bien que j'aie eu envie de répondre par une réplique cinglante, je me suis retrouvé sans voix, abasourdi par son mépris flagrant. Il devint douloureusement évident à ce moment-là qu'elle ne m'aimait plus ni ne me respectait. Malheureusement, certaines personnes ne savent tout simplement pas gérer de telles situations. Après près de 2 décennies, mon mariage s'était effondré en un seul instant inattendu. Malgré les larmes qui menaçaient de me submerger, une colère brûlante m'envahit. Sans dire un mot, je montai à l'étage et commençai résolument à faire mes affaires. Laurie, après un certain temps, finit par monter. Sa voix était sèche et accusatrice. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle. Je ne peux peut-être pas t'acheter à dîner, répondis-je sèchement, mais il semblerait que tu n'aies pas de problème à passer la nuit d'Anne. Est-ce un motel? Un souffle de déception s'échappa de ses lèvres et elle sortit de la pièce sans un mot de plus. Je continuai à faire mes valises, ma détermination inébranlable. Bright Automotive, où je travaillais, avait délocalisé une grande partie de sa production à l'étranger, bien que certaines marchandises fussent encore fabriquées en interne. À côté du bureau, il y avait une petite usine équipée d'une salle de douche spacieuse où les employés pouvaient se rafraîchir avant de rentrer chez eux. Le hall de réception des bureaux avait même un canapé confortable, et à ce moment-là, ces modestes commodités étaient tout ce dont j'avais besoin, une douche et un endroit pour me reposer. Quand je suis descendu avec ma valise, Laurie était dans la cuisine. Elle m'appela dès qu'elle entendit la porte s'ouvrir, mais je l'ignorais. Je ne voulais pas entendre ce qu'elle avait à dire. Je jetai rapidement mes vêtements dans la voiture et partis sans me retourner. À environ 1 kilomètre de route, mon téléphone interrompit le calme pesant avec un appel entrant. Comme je portais ma ceinture de sécurité et que le téléphone était hors de portée, je laissai l'appel se diriger vers la messagerie vocale. Cependant, ma curiosité me gagna vite. Une fois arrivé au parking du bureau, je récupérai mon téléphone et écoutai le message, m'attendant à des excuses en larmes ou des supplications désespérées de Laurie. À ma surprise, ce n'est pas ce que j'entendis. Skyler, ton comportement ressemble à celui d'un enfant, commença-t-elle, son ton méprisant. J'ai clairement indiqué que je n'avais aucune intention d'avoir une relation intime avec Jerry, et je maintiens ma parole. Ta réaction, exigeant de me traîner à la maison comme ça, était inattendue et totalement inappropriée. Ces mots piquèrent, mais je ne les laissai pas me décourager. Je rassemblai quelques affaires nécessaires de ma voiture et me dirigeai vers la salle de pause au travail. Je ne voulais pas que mes problèmes personnels soient connus de tous, alors j'essayai de rester discret. Bien qu'il fût encore tôt, je me réfugiai dans la salle de pause et allumai la télévision, espérant me distraire. Mais mes pensées ne cessaient de s'emballer, que se serait-il passé si je n'étais pas allé au restaurant ce soir-là? Laurie serait-elle rentrée à la maison après avoir dansé, ou serait-elle restée dehors plus longtemps, peut-être même serait-elle allée plus loin? Je ne pouvais pas le savoir avec certitude, mais mes soupçons persistaient. Jerry ne me semblait pas du genre à abandonner facilement. J'avais le pressentiment que, si l'occasion se présentait, il pourrait finir par la séduire. J'abandonnai l'idée de regarder la télévision, incapable de me concentrer. À la place, je mis un réveil pour me lever tôt, sachant que je devais me doucher et m'habiller avant l'arrivée des ouvriers de l'usine à 7 heures du matin. Allongé sur le canapé inconfortable, je réfléchissais à mes prochaines étapes. Laurie avait raison sur un point, je n'avais pas d'argent pour un avocat,
sans parler d'un appartement. Mais son mépris pour moi et notre mariage ne fit que renforcer ma détermination. Je refusais d'admettre la défaite ou de rentrer chez moi avec honte. À ma surprise, le réveil me tira du sommeil le lendemain matin, et je fus choqué de voir à quel point j'avais bien dormi, même sur ce qui ressemblait à un instrument de torture. Après avoir pris une douche et m'être habillé, je décidai de m'offrir un petit déjeuner chez Denny's. Alors que je sirotais ma 4e tasse de café, une réalisation soudaine me frappa comme la foudre, une solution simple à ma situation difficile. Je n'arrivais pas à croire que je n'y avais pas pensé avant. Debout sur le parking, je saisis rapidement mon téléphone et pris une photo. De retour à mon bureau, je ne perdis pas de temps pour poster une annonce. 2 jours plus tard, je décidai de prendre un jour de congé pour faire des courses, sachant que Laurie serait au travail. Je me rendis à notre maison et fouillai dans le classeur à la recherche des documents nécessaires. J'avais apporté un double des clés pour m'assurer de pouvoir entrer et sortir inaperçu. Vers midi, je m'enregistrai dans un motel et composai le numéro de Laurie. Elle répondit rapidement, et son ton était empreint de sarcasme. Enfin, commença-t-elle, ta petite crise est-elle terminée? Honnêtement, ça m'étonne que tu n'aies pas pu m'offrir à dîner, mais que d'une manière ou d'une autre, tu aies réussi à payer un séjour de 2 jours dans un motel. En fait, l'interrompis-je calmement, je ne suis pas dans un motel. Je loge au bureau. Au bureau, demanda-t-elle, clairement prise au dépourvu. Oui, confirmai-je. Ils ont une douche, un canapé confortable et même une pièce avec une télévision. Tout le confort de la maison, ajoutai-je, feignant l'enthousiasme. Son incrédulité était évidente, mais elle retrouva rapidement son calme. Ah oui, répondit-elle, son ton dégoulinant de condescendance. Eh bien, c'est complètement absurde. S'il te plaît, laisse tomber ton entêtement et rentre à la maison, supplia Laurie au téléphone. Laurie, j'ai été clair, notre mariage est terminé. Je t'appelle seulement pour t'informer que j'avais besoin d'emprunter ta voiture, répondis-je. Quoi? Pourquoi? Qu'est-il arrivé à ta voiture, demanda-t-elle, sa voix empreinte de confusion. Rien, dis-je sèchement. Ta voiture marche juste mieux que la mienne. Il y eut une brève pause tandis qu'elle essayait sans doute de donner un sens à mes paroles. Skyler, qu'est-ce que tu essaies de dire, demanda-t-elle finalement. J'ai vendu ma voiture, dis-je calmement. J'en ai tiré 18 800 $. Cela me donne assez d'argent pour engager un avocat spécialisé dans le divorce et faire un acompte pour un appartement. Mais comme je suis dans la vente, j'ai besoin d'une voiture, alors j'ai emprunté la tienne aujourd'hui. J'ai visité la maison et pris mon permis de conduire ainsi que les doubles des clés des 2 voitures, y compris la tienne. Son halètement d'incrédulité fut audible. Skyler, tu as pris ma voiture? Comment suis-je censé me déplacer? S'exclama-t-elle. Puisque les 2 voitures étaient enregistrées à mon nom, dis-je fermement, les 2 voitures sont à mon nom, Laurie, donc j'ai tout à fait le droit de les utiliser. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien pris sans que cela ne soit justifié. D'ailleurs, toutes les factures de ce mois ont été payées. Si tu respectes ton budget, tu devrais avoir assez pour la nourriture et le transport. Et si tu manques d'argent, je suis sûr que Jerry sera ravi de t'offrir à dîner, à condition que tu satisfasses ses désirs. Elle laissa échapper un lourd soupir. Skyler, s'il te plaît, reconsidère tes actions. Je n'aurais jamais cru que tu tomberais aussi bas. Laurie, tu m'as trompé. Tu es sorti en secret avec un autre homme, tu m'as traité avec mépris et tu n'as montré aucun vrai remords quand je t'ai confronté. Il est évident que tu ne m'aimes pas et ne me respectes pas. Skyler, je suis désolé. Je regrette aussi ce que j'ai fait. Nous avions une bonne relation quand les choses étaient faciles, mais nous nous sommes laissés tomber quand les choses sont devenues difficiles, admit-elle, sa voix se brisant. Je fus surpris de l'entendre sangloter à l'autre bout du fil, mais cela ne changea rien pour moi. La maison est enregistrée à nos 2 noms, continuai-je fermement. C'est la seule propriété de valeur qui nous reste, et elle doit être vendue immédiatement. Elle écouta avec incrédulité. Vendre la maison? Skyler, est-ce vraiment nécessaire? Laurie, nous avons réussi à rattraper les paiements hypothécaires, mais je ne peux plus me permettre de garder la maison, et tu ne pourras pas non plus couvrir les mensualités. Malheureusement, elle doit être vendue d'urgence. Après avoir fait les calculs, j'estime que chacun de nous recevra environ 50 000 à 60 000 $. Avec cet argent,
Tu pourras t'acheter une voiture d'occasion décente et trouver un appartement. Skyler, je ne veux pas divorcer. Ne pouvons-nous pas en discuter davantage? Supplia-t-elle. Je suis désolé, Laurie, mais tes souhaits ne sont plus une priorité, répondis-je froidement. Tu devrais contacter un agent immobilier, ou préfères-tu que je m'en occupe? Laurie se tenait devant la maison, regardant le ciel couvert. Les cris lointains des oies volant vers le nord lui rappelèrent que le printemps arrivait. Naviguant prudemment à travers la neige fondante, elle se dirigea vers sa vieille Honda, prête à se rendre chez Starbucks pour retrouver une vieille amie. Elle était pleine d'anticipation à l'idée de revoir Julie. C'était un hiver typique à Chicago, basse température, forte chute de neige et routes dangereuses. Laurie avait passé la plupart de son temps dans son appartement ces derniers temps, ne sortant que pour le travail, mais aujourd'hui, elle avait décidé de rompre la monotonie et de rendre visite à Julie. Quand Laurie entra dans le café confortable, Julie était déjà assise à une petite table d'angle, savourant tranquillement son café latte. Les amis se saluèrent chaleureusement, échangeant des baisers affectueux sur la joue. Après avoir commandé un café colombien, Laurie ne put s'empêcher de rêver de meilleurs moments passés dehors. Finalement, avec une tasse de café fumante entre les mains, elle retourna à la table où Julie la salua avec un sourire chaleureux et un enthousiaste. « Laurie, c'est tellement bon de te revoir après si longtemps. »« Oui, ça fait bien trop longtemps, » répondit Laurie avec nostalgie. « Je ne sors plus beaucoup. »« Ah, c'était des temps plus simples, » dit Julie avec une légère pointe de tristesse. « Et les rendez-vous amoureux? Te souviens-tu de ces moments où tu sortais avec un homme charmant qui s'occupait de tout? » Laurie rit. « Oh Julie, tu me fais toujours rire. C'est une situation assez délicate. Je ne peux pas avoir de rendez-vous à moins de me montrer, et je ne peux pas me permettre d'en avoir à moins d'être avec un homme. » Julie suggéra de changer de sujet. « Comment vont les enfants? » demanda-t-elle. « Ils vont exceptionnellement bien, » répondit Laurie. « Lance n'a plus qu'1 an de contrat, mais il pense déjà à se rengager. Il semble vraiment aimer ça. » Julie hocha la tête, compréhensive. « Et comment va ton mari, Charlie? » « Charlie va bien, » répondit Julie. « Il travaille dur comme toujours. » Laurie remarqua l'expression confuse sur le visage de Julie. Curieuse, elle insista, « Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. » Julie hésita, son ton plus timide maintenant, « Oh, ce n'est rien. » « Allons, Julie, crache le morceau. »« J'ai le sentiment que tu vas me demander quelque chose, » insista Laurie. « Eh bien, je voulais juste savoir si tu avais vu Skyler dernièrement, » dit Julie avec prudence. Sans hésiter, Laurie répondit, « Non, pas depuis que nous avons demandé le divorce. » Difficile de croire que c'était il y a 2 ans. « Pourquoi en parles-tu maintenant? » Julie hésita avant de répondre, « Je me demandais juste si je devais te le dire, mais je pense que c'est mieux que tu l'apprennes d'une amie. »« Attends, il va bien? » demanda Laurie, la voix teintée d'inquiétude. « Ne t'inquiète pas, il va bien, » la rassura Julie. « Je l'ai croisé récemment et nous avons parlé. »« Eh bien, quelles sont les nouvelles, Julie? »« Ne me fais pas attendre, » insista Laurie, se penchant en avant avec anticipation. Julie soupira et dit, « D'accord, d'accord, prépare-toi. Il va se marier à nouveau. » Les mots frappèrent Laurie plus fort qu'elle ne s'y attendait, même si elle savait que leur relation s'était terminée il y a longtemps. Les larmes montèrent à ses yeux et sa voix portait une profonde tristesse qui ne laissait aucune place à la surprise. « C'est vraiment un homme incroyable, » dit-elle doucement, baissant le regard. Réfléchissant à leur passé, Laurie but une gorgée de café et admit, « Tu sais, je l'aimais sincèrement. Vraiment. Mais le fardeau des factures insupportables et toutes les difficultés que nous avons rencontrées m'ont poussé à m'apitoyer sur mon sort à l'époque. Je me suis laissé consumer par des désirs égoïstes, essayant juste de me distraire de nos problèmes. C'était une énorme erreur. » Julie resta silencieuse, écoutant attentivement. « Skyler avait raison sur tant de points, » continua Laurie. « Il travaillait sans relâche pour s'assurer que nous ne perdions pas tout, mais mon égoïsme m'a obscurci l'esprit. Je voulais que tout s'aligne sur mes désirs, et quand ce ne fut pas le cas, j'ai laissé le ressentiment prendre le dessus. Je me souviens quand il a suggéré que nous passions un week-end au zoo, juste quelque chose de simple, mais je l'ai rejeté. Je voulais passer la nuit en ville à la place. C'était tellement injuste de ma part. » Laurie marqua une pause, sa voix tremblante. Étonnamment, il avait aussi raison à propos de Jerry, l'homme avec qui Skyler m'a trouvé au dîner.
Skyler m'a demandé cette nuit-là si je prévoyais de coucher avec Jerry, et bien sûr, j'ai nié. Mais la vérité est que j'avais bien l'intention de le faire. N'est-ce pas ironique, Julie? Si je pouvais revenir en arrière et tout refaire, je gérerais tout différemment. Elle hésita un instant avant de demander, au fait, sais-tu si Skyler vit toujours dans ce petit appartement qu'il a acheté? Non, répondit Julie avec précaution. Il a déménagé il y a pas mal de temps. Je suppose que personne ne t'a informé. Quelles sont les dernières nouvelles? Ne me dis pas qu'il a gagné à la loterie, plaisanta Laurie faiblement, essayant de masquer sa tristesse. Julie secoua la tête. Non, rien de tel. Mais il a réussi à retrouver son ancien poste chez Van Scroen-Nutt. Cela s'est produit quelque temps après que votre divorce a été prononcé, je crois. L'entreprise a commencé à perdre des clients après le départ de Skyler et finalement, ils l'ont contacté et lui ont demandé de revenir. Après quelques négociations, il a accepté, et figure-toi qu'il gagne plus d'argent que jamais auparavant. Laurie resta silencieuse tandis qu'une seule larme coulait sur sa joue. Julie regretta immédiatement d'avoir partagé la nouvelle. « Je suis désolée, ma chérie, dit-elle doucement. Je n'aurais pas dû dire quoi que ce soit. » Mais Laurie secoua la tête et offrit un sourire triste. « Non, ce n'est pas ta faute, c'est la mienne, admit-elle. Je ne peux même pas t'expliquer combien de nuits je me suis couché en pensant à lui. J'ai prié pour que ces 2 dernières années ne soient qu'un terrible cauchemar et que je me réveille pour retrouver Skyler à mes côtés. Mais chaque matin, j'ouvrais les yeux et la réalité me frappait de nouveau. » Prenant une serviette, Laurie essuya doucement les larmes de son visage. « Je suis vraiment heureuse pour lui, dit-elle sincèrement. Si tu le revois, Julie, s'il te plaît, dis-le lui de ma part. » Bien sûr, ma chérie, répondit Julie avec sympathie. La conversation changea de sujet et les 2 amis commencèrent à discuter de choses plus légères. Au moment de partir, Laurie fit semblant que tout allait bien, mais dès qu'elle monta dans sa voiture, à l'abri des regards de Julie, les émotions qu'elle avait retenues l'envahirent. Seule dans sa voiture, elle fondit en larmes, incapable d'arrêter la vague de tristesse qui la submergeait.